autorisé. Offre soumise à condition. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Les contrôles, je vous le disais, s'intensifient à la frontière franco-italienne sur plus d'une dizaine de points de passage, y compris en montagne, mais aussi bien sûr dans les trains. Écoutez les explications de Solène Boulan, Charles Pousseau et Régine Delfour. Des contrôles de plus en plus fréquents, comme à bord de ce train arrêté en gare de Modane. Ces contrôleurs font partie des 500 policiers et gendarmes supplémentaires déployés à la frontière, car dans cette gare située en Savoie, ce sont 5 trains par jour qui viennent de Milan en Italie. Vendredi, 211 interpellations ont été recensées sur les 10 points de passage entre l'Italie et la France, une procédure tout à fait normale pour les passagers. Moi je trouve ça normal les contrôles, dans tout même. Faut contrôler un petit peu. Moi je trouve ça tout à fait normal. De toute façon on passe une frontière, donc même si c'est Schengen, qu'il y ait des contrôles de temps en temps, c'est pas surprenant et en particulier encore plus en ce moment. 15 minutes plus tard, le responsable des unités de la police aux frontières fait le bilan. C'est bon ? On a une personne interpellée. Mais c'est un TGV qui aujourd'hui était chargé à 450 passagers, donc quasiment toutes les places étaient réservées. Donc dans ces cas-là, les migrants ont peu d'espace pour monter dans le train. Un homme d'origine macédonienne a été interpellé et va être conduit au commissariat pour des contrôles d'identité, puis remis à la police italienne. Contrôle renforcé, François Pupponi, oui, mais bon, voilà. Oui, alors ce qui est terrible, c'est que la fois... Ça va durer quoi, quelques jours à Quelques peine. jours, mais ça veut dire qu'avant, après, les contrôles n'étaient pas si renforcés que ça et qu'ils ne le sont plus après. Et donc, ça veut dire qu'on sait par où les réfugiés et les immigrés passent, on sait par où les clandestins arrivent. Là, on fait un peu des esbroufs vis-à-vis des Italiens parce qu'on n'est pas content pour l'histoire des bateaux, mais on ne pourra pas tenir longtemps une telle pression de contrôle. Louis Ragnel, vous me disiez d'ailleurs, ils ne prennent jamais les TGV en général, les migrants, parce qu'ils savent qu'ils se font contrôler à tout coup. Voilà. Absolument, et d'ailleurs, les associations leur disent de prendre des TER. Absolument. Et puis les lignes, il y en a une que je connais bien, j'avais fait plusieurs reportages au moment de la précédente crise migratoire, donc la ligne qui passe de Menton à l'Italie. Et donc les policiers sont rodés, ça vraiment connaissent parfaitement la région. Et à l'époque, je me souviens, en 2015, c'était un vrai dispositif qui avait été mis en place de manière pérenne. Et donc il y avait même, je me souviens, 200 effectifs de militaires de la Légion étrangère qui patrouillaient dans la montagne, parce qu'il faut imaginer ce que c'est que les Alpes-Maritimes. C'est complètement découpé. La vallée de la Roya, on l'a vu avec les inondations. Et donc, il y a des sentiers très, très difficiles d'accès. Et donc, il y avait des militaires qui patrouillaient, qui avaient des détecteurs de présence humaine. Il y avait un dispositif qui avait été imaginé par le préfet de l'époque, qui était extrêmement robuste. Moi, simplement une chose. Le matin de l'annonce du renforcement des contrôles aux frontières dans les Alpes-Maritimes, il y a un article de France 3 Région qui s'indignait, qui s'étonnait de l'absence totale de contrôle et de policiers et gendarmes, alors que Emmanuel Macron, il y a à peu près 18 mois, avait fait un déplacement à Menton pour annoncer de manière pérenne la présence de policiers et de gendarmes pour faire les contrôles systématiques aux frontières, pour appliquer ce qu'on appelle la non-admission, qui se pratique encore théoriquement le long de cette frontière. La non-admission, en quoi ça consiste ? C'est un concept incroyable que Bernard Cazeneuve, de gauche, avait mis en place en 2015 ou en 2016. De gauche. Et je vous explique d'un mot ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, tout migrant qui était intercepté à l'intérieur de la bande de 20 km à l'intérieur du territoire français était considéré comme n'ayant jamais mis les pieds sur le territoire français. Et il était immédiatement refoulé vers le territoire italien. Et ça fonctionnait extrêmement bien. On le faisait avec l'Italie. Je vois pas pourquoi on le ferait pas avec d'autres pays. Thibaut Déric Revel, avant qu'on parte à Calais, où nous attend Jeanne Cancard. Pupponi connaît bien Sarcelles. Moi, j'ai longtemps habité par là, la Menton, la vallée de la Roya. Donc, je vais vous dire. Péage de la Turbie. On va se parler vrai. Quand vous êtes dans ce qui s'appelle le haut pays, on dit pas l'arrière-pays mentonais, on dit le haut pays, donc ces petits villages perchés magnifiques. En fait, vous voyez, moi j'ai vu des migrants passer avec des sacs de sport, alors plutôt à la tombée de la nuit, mais vous voyez ces gens passer. Donc en réalité, ce dispositif-là, à mon avis, il rentre dans le package. C'est pour faire venir les caméras il rentre dans le package global du bras de fer diplomatique entre la France et l'Italie du moment. Mais enfin, c'est ça. Il y a un habillage, mais pour le reste,
Les filières sont toujours en place. Ça devrait être permanent. Et regardez ces petits villages, vous verrez des migrants passer. Et regardez aussi ce qui se passe à Calais, parce qu'il y a eu près de 1000 migrants qui ont tenté le passage de la Manche pour aller en Angleterre ce week-end, ce qui est un record absolument effarant. On a nos envoyés spéciaux, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, qui sont sur place. Bonsoir, vous êtes à Blériot-Plage. C'est une des plages d'où partent très régulièrement des bateaux de migrants. Jeanne, expliquez-nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence, oui, la plage sur laquelle nous sommes est l'un des points de rendez-vous les plus fréquents entre migrants et passeurs. Des migrants qui attendent ici souvent plusieurs heures dans le froid, dissimulés entre ces blocos et les dunes. À notre pied, vous voyez, il y a un sac de couchage qui a été abandonné, un sac de couchage. Il y en a plusieurs ici, il y en a un autre qui se trouve à quelques mètres seulement. Ce sont des abris dans lesquels se réfugient les migrants en attendant justement de pouvoir embarquer sur le bateau. C'était encore le cas hier matin, puisque 2 bateaux vers 8h30 du matin sont arrivés de semi-rigides. Ils sont arrivés au bord de la plage alors qu'une centaine de migrants s'est mise à courir vers ces embarcations pour être sûr d'avoir une place. Les policiers présents sur place ont alors tenté de les en empêcher, mais une fois dans l'eau, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'intervenir. Il faut savoir que le premier bateau est parti, il a pris le large, et puis le second, lui, au bout de 500 mètres, s'est arrêté. Les passeurs qui étaient présents à son bord, ont estimé que le bateau était surchargé. Ils ont donc décidé de jeter par-dessus bord 3 jeunes Syriens âgés d'une vingtaine d'années, sans gilet de sauvetage et avec seulement une bouée de secours pour 3. Miraculeusement, un pêcheur était non loin d'eux. Il a pu venir les secourir. Mais ce que craignent aujourd'hui les autorités et les associations, c'est que cette expérience qui aurait pu être mortelle pour eux, finalement, ne les décourage pas, que cela ne les dissuade pas de tenter de nouveau de traverser et d'atteindre l'Angleterre. Cette nuit ou demain matin, vous l'avez dit, 1000 migrants environ ont pu atteindre l'Angleterre ce week-end. Sur ces 1000 migrants, il y en a aussi 150 autres qui ont été secourus. Des traversées périlleuses, dangereuses et surtout très coûteuses. Elles coûtent à chaque fois à ces migrants plusieurs milliers d'euros empochés quotidiennement par les passeurs. Merci beaucoup Jeanne Cancard et Fabrice Elsner pour ces images en direct d'une plage d'où partent les migrants pour tenter la traversée de la Manche. Là aussi, François Pupponi, on est face à des réseaux extrêmement bien organisés. 5 000 euros, on entendait par tête pour cette traversée qui est évidemment au péril de leur vie. Et un accord franco-britannique a été trouvé aujourd'hui. La France va recevoir 72 millions d'euros pour gérer ces migrants et les garder sur son sol. Mais devant des gens pour qui c'est leur survie, leur vie qui est en jeu, la volonté d'aller en Angleterre, donc on sait, à la fois ils ont de la famille, ils savent qu'ils peuvent y travailler plus facilement, ils pensent qu'ils vont mieux assurer l'avenir de leurs enfants dans ce pays. On peut faire tous les accords que l'on veut. Ils trouveront toujours moins avec les passeurs qui gagnent beaucoup d'argent de passer ou de risquer leur vie. Ce qui est surréaliste, c'est qu'on accueille un bateau sur l'île de Gien. On empêche les Italiens, enfin les réfugiés qui sont en Italie, les clandestins en Italie, de rentrer en France. Ceux qui veulent aller en Angleterre, on les garde. On les garde. Donc on garde tout le monde en fait. Mais on en accueille, on en garde qui veulent partir. Ceux qui veulent venir, on les fait pas venir. Les gens comprennent plus rien. Et c'est surréaliste. On ne peut pas continuer comme ça. Mais alors qu'est-ce qui va se passer, François ? Le problème, soit l'Europe est capable de mettre en place une vraie politique migratoire où on accueille officiellement des gens. Officiellement. Et ça ne marche pas, 90 000 en Italie, oui, 117 qui ont été acceptés par les pays européens. Officiellement, on gère avec les pays d'origine, au départ, etc. Mais là, aujourd'hui, les pays essaient de se bunkériser. Les Anglais les premiers, les Italiens, tout le monde, bref, tout le monde se bunkérise. Les passeurs, de toute façon, vont continuer à développer les réseaux et les gens continueront à vouloir arriver soit en Europe, soit en Angleterre. Donc, si on n'a pas une politique qui change, on n'y arrivera pas et on va arriver à la catastrophe. Alors, Éric Revel. La réponse est européenne, mais pardonnez-moi, il y a une première marche. Quand on voit ce qu'on vient d'entendre, pardonnez-moi, avec l'envoyé spécial, c'est-à-dire des gens qui sont trop nombreux, on en balance par la mer. 3. Il faut, au lieu d'isoler l'Italie diplomatiquement, il faut isoler ces filières. Jusque et y compris les ONG, les associations qui font partie de l'écosystème quand même. Parce que, pardonnez-moi, vous pensez qu'il y a un lien entre les passeurs et les associations ? Bien sûr qu'il y a un lien. Mais ce que je veux dire, c'est que ces filières sont très organisées. Gérard Collomb, dans son interview, cite le chiffre, plusieurs milliards d'euros. C'est un système mis en place, plusieurs milliards d'euros. Vous savez, comme dans tout système économique, c'est loi de l'offre et de la demande. Si vous avez une offre
de bateaux, d'accueil, de pays, eh bien vous aurez toujours une demande. Peut-être que l'exemple danois devrait nous intéresser. Placer dans les pays de départ des consulats qui vont traiter les demandes de droit d'asile. Ça c'est un vrai sujet. Ça, c'est un exemple qu'on pourrait regarder de près. Mais sinon, on va pas s'en sortir. Louis Dragnel, il y a des enquêtes qui ont prouvé les liens entre passeurs et ONG, organisations non gouvernementales. Absolument, qui avait été menées, je me souviens, je crois que c'était en 2017 et 2018, et qui avait même fait dire à Christophe Castaner qu'on peut pas soupçonner d'être extrême. Il avait pointé du doigt la collusion qu'il y avait entre les passeurs et les ONG. Ça avait fait un tollé pas possible à l'époque, mais c'était pourtant vrai. Il y avait, non mais faut quand même se replacer dans le contexte de l'époque. Moi, je me souviens, j'avais participé à une opération notamment en Méditerranée, et il y avait donc la police, le gouvernement italien avait proposé même aux ONG, pour prouver leur bonne foi, de mettre à bord de chaque bateau des officiers de police judiciaire. Évidemment, les ONG avaient dit hors de question, jamais. Qu'avait dû faire l'Italie? Elle avait dû infiltrer les ONG avec son service de renseignement intérieur qui s'appelle la ISE. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient, via du matériel technique, ils avaient fait des interceptions, et ils s'étaient rendus compte de ce qu'on a déjà évoqué sur ce plateau-là, que parfois, même souvent, le sauvetage de migrants précède l'embarquement, où vous avez le bateau type Ocean Viking qui se rapproche à 400 mètres des côtes libyennes, qui fait des appels de feu la nuit. Les Zodiacs descendent, arrivent jusqu'à l'Ocean Viking, et où je dis l'Ocean Viking, c'était, je me souviens plus du nom du bateau de l'époque, mais c'était le même type d'ONG. C'était peut-être l'Aquarius. Je le retrouverai. Et ensuite, le bateau, moi j'avais suivi toute l'opération parce que j'étais vraiment en mer à ce moment-là. Et au retour de cette opération dite de sauvetage, l'association qui communique, ils ont failli mourir de noyade, donc on les a sauvés. Donc il y a quand même, la collusion existe, a été démontrée entre les ONG et les passeurs. S'agissant simplement d'un mot quand même sur ce qui se passe dans la Manche, et après j'ai terminé, en fait on se rend compte qu'on est en train de devenir les Italiens des Anglais, et ça c'est un petit peu humiliant, parce qu'en fait ce que les Anglais nous reprochent, c'est exactement ce que nous reprochons aux Italiens. Et je suis d'accord avec François Pupponi. En fait, on aura beau mettre tout. Il y a énormément d'effectifs de police et de gendarmerie. Il y a des quads pour foncer à toute vitesse. Il y a des 4x4 pour aller sur la plage. Mais en fait, souvent, on se rend compte qu'on n'a pas le temps. Le préfet du Nord a pris des arrêtés anti-vente de gilets de sauvetage chez Decathlon. On peut plus trouver un article de nautisme. Mais sinon, on est soupçonné de vouloir faire passer des migrants. Et donc, en fait, la situation n'est plus tenable. Elle a commencé il y a très longtemps. Sangatte, sous Nicolas Sarkozy, puis Grande-Sainte, puis maintenant Calais. Le problème n'est pas réglé, ne dépend pas que de ce gouvernement-là, mais n'a pas été réglé. Jordan Bardella était mon invité, le nouveau patron du Rassemblement national. Il dit qu'il faut couper les subventions à ces organisations non gouvernementales. SOS Méditerranée. Non, est-ce qu'il faut le faire? Vous êtes d'accord ou pas? Il y a deux sujets. Si effectivement il y a des organisations non gouvernementales qui sauvent des vies, il faut les aider. Mais elles sauveront toujours des vies. Voilà. Mais celles qui participent au réseau, il faut les sanctionner. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut faire des. On est entre les deux, on fait comment? Mais on est toujours entre les deux, et le problème, c'est que le côté humanitaire prendra le dessus, et on peut pas prendre le risque. On peut pas leur dire, on vous subventionne plus, donc débrouillez-vous, parce que de toute façon, elles trouveront des financements autrement. Mais je pense qu'il faut aider celles qui sont effectivement là pour sauver des vies, parce qu'il faut sauver des vies. On le voit dans la Manche, quand on balance 3 personnes avec une seule bouée dans la Manche. Compte tenu de la température de la Manche, ils vont pas durer longtemps. Bon, et il y a des morts, donc il faut les aider. Mais aussi, il faut faire des enquêtes et sanctionner celles qui doivent être. Aujourd'hui, on est entre deux eaux, c'est le cas de le dire. On sanctionne personne, on les aide quand même, on sait plus quoi faire, et on est submergé par la vague. Et donc là, pour les Français, tout ça est illisible, c'est incompréhensible. Non, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que, parce que ceux qui sont à Calais, qu'on empêche d'aller en Angleterre, ils sont pour la plupart en situation irrégulière. Donc la logique serait qu'on les interpelle et qu'on les renvoie dans leur pays. On ne le fait pas. Donc on les laisse sur la plage. Ils essaient le lendemain, on leur court après. C'est insupportable. Donc à un moment, soit on est capable de les renvoyer chez eux, soit on n'est pas capable. Et dans ce cas-là, il faut arrêter de faire venir des bateaux. Enfin, c'est toute une chaîne qu'il faut mettre en place. Et comme on n'est pas capable de mettre une chaîne intelligente de la gestion d'une immigration réfléchie et assumée, eh ben on essaie de faire croire qu'on ne fait venir personne, ça rentre de tous les côtés. Enfin, on n'est plus et les